Mesdames et messieurs, bonjour. مرحبا بكم معنا اليوم un nouvel épisode pour parler de la finance pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, اللي هو les revenus irréguliers. هاد شهر نخلص، هاد شهر عندي دراهم، هاد شهر ما عنديش دراهم. Comment je gère mes finances. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Rami Zmouchi. مرحبا بك Rami. Merci beaucoup, Salmek. Merci de m'avoir invité. Merci pour ton temps. Je sais que tu as passé combien de temps sur la route, les bouchons? Ouais, j'ai fait 1 heure et quelques. Hein. C'était un peu bouché, mais toujours un plaisir d'être aujourd'hui avec toi. Un plaisir partagé, Rami. Je te laisse te présenter. Moi, je sais que tu es très actif sur les réseaux, oui. Que tu es un entrepreneur, mais je pense que ça serait très judicieux de ta part de te présenter, de dire à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup déjà d'être là encore une fois. Je m'appelle Rami Zmouchi, je suis à la base ingénieur en informatique. J'ai fait l'école supérieure d'informatique d'Alger à Oued-Smar. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en Algérie dans le domaine de la tech et un peu des médias aussi. J'ai fait un peu la télévision algérienne, j'avais une émission à la télévision publique. J'ai fait aussi la radio à la chaîne 3, une très bonne expérience. Et ensuite, j'ai décidé de changer un petit peu. Je suis parti ailleurs où j'ai fait un master dans l'innovation et l'investissement, donc le financement de l'innovation, un domaine qui m'intéresse beaucoup, dans lequel j'ai essayé d'explorer le maximum d'opportunités. Et là, en Algérie, je fais de mon mieux pour travailler sur des projets, sur des startups dans l'éducation et dans la fintech. D'accord, donc si je comprends bien, tu fais beaucoup de choses. Allah Ibarak. Écoute, j'essaie d'utiliser mon énergie de la meilleure manière possible. D'optimiser ton énergie. Oui, c'est ça. J'essaie de donner le maximum. Bien évidemment, je ne suis pas seul. Je suis toujours avec des associés qui me font confiance et qui contribuent à, Inch'Allah, au succès de ce que nous souhaitons faire. Excellent. Rami, si je comprends bien, tu es passé ou tu es actuellement un petit peu freelanceur. Alors oui, la notion freelanceur dans laquelle on fournit un service pour des clients, oui, dans le sens où j'ai toujours fait du conseil. J'ai eu la chance de conseiller beaucoup d'entreprises algériennes et un peu étrangères aussi, dans la technologie et surtout dans les médias, dans la communication pour la technologie. D'accord. C'est là où je me suis un peu positionné. C'est surtout avec la vague des startups et de la démocratisation de ce domaine-là. Moi, j'ai essayé de profiter de cela et de partager un petit peu mes connaissances avec des entrepreneurs algériens et des entreprises aussi. Et donc c'est là où c'était la partie un peu freelance, à côté de ma casquette d'ingénieur ou développeur dans la technologie avant, où on travaillait sur des projets. Qui reste toujours le développeur, un freelancer. Oui, on garde cette casquette-là technique. Donc si je peux me permettre et rentrer dans le vif du sujet, Rami, comment tu gères tes finances? Est-ce que tu reçois un salaire régulier? Est-ce que tu as des entrées d'argent plutôt irréguliers? Alors, comme on avait déjà dit, très brièvement, parce qu'on a laissé le meilleur pour l'émission, dans laquelle ça dépend un petit peu de la phase dans laquelle nous sommes. Au début, quand on commence à faire du freelance, c'est un choix très souvent risqué. Parce que la sécurité offerte par le salariat est quand même assez attractive pour une bonne partie des individus. Mais il y a aussi la liberté de travailler comme tu veux, quand tu veux, de là où tu veux, tout en étant rémunéré d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est l'avantage primordial, je pense, pour lequel des gens veulent partir. Il y a aussi des gens qui souhaitent être plus créatifs ou travailler seuls ou être des own boss, même si c'est un peu débattable sur la question est-ce que c'est bien ou pas bien, à partir de quand. Il n'y a pas de bien ou pas bien en réalité. C'est ça le débat, c'est que ça dépend des envies, des ambitions des gens. Personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, et c'était pendant que j'étais étudiant, on avait la chance de travailler sur des petits projets de développement ou dans lesquels je faisais beaucoup plus du product management. Donc, mais tu réponds toujours pas à ma question, Rami. De comment gérer, il faut contextualiser un petit peu. Est-ce que déjà tu reçois un salaire ou tu es plutôt freelancer? Là tout de suite, je n'ai pas de salaire pour ce genre de mission que je fais. Donc tu es plutôt… On peut dire, parce que même un entrepreneur qui a une entreprise, il peut ne pas recevoir de salaire. Et très généralement, il ne reçoit pas de salaire. Oui. Ils reçoivent des dividendes vers la fin de l'année, ou parfois ils choisissent de ne pas se rémunérer, parfois ils choisissent d'avoir un salaire fixe. Tu ne réponds toujours pas à ma question, Rami. Je sais que la finance, en fait, quand on parle de salaire, c'est compliqué d'être super ouvert sur ça. Mais l'idée derrière cette rencontre aujourd'hui, c'est un petit peu vulgariser comment on peut gérer nos finances
même si on n'a pas un salaire fixe et une entrée d'argent fixe. C'est vrai. Et l'idée pourquoi recevoir un entrepreneur, freelancer qui travaille comme ça, c'est pour dire que voilà, je ne reçois pas de salaire fixe, mais je vis bien, je gagne ma vie, j'arrive à avoir même peut-être, j'arrive à faire des économies, même peut-être d'investir dans d'autres choses. Donc, oui, donc je ne veux pas savoir combien tu as sur le compte, mais non, c'est pas ça, non, pas du tout. Mais justement, moi, en me concernant, par exemple, dans ce genre d'activité, je n'ai pas défini un salaire particulier. D'accord. Donc non, c'est ça la question directement. Donc au fait, tu reçois des revenus des rémunérations irréguliers. Voilà. Des revenus irréguliers. Qui dépendent un petit peu de l'activité qu'on fait ou de la situation de l'économie aussi, aussi les choix qu'on fait. Parfois, on choisit de faire des projets qui sont rémunérés, parfois non, parce qu'on a envie de travailler sur des choses qui sont plus durables. Et c'est là où un peu c'est la porte de l'entrepreneuriat dans laquelle on peut monter des boîtes ou des structures, etc., dans lesquelles on monte des produits, par exemple. Mais me concernant, je n'ai pas été un grand fan de définir un salaire fixe, parce qu'après, ça dépend. Parfois, les choses peuvent aller bien, parfois non. Et d'un autre côté, ça dépend aussi de l'effort. Alors, comment on gère, Rami, comment on gère les mois où il n'y a pas de rémunération, où il n'y a pas d'entrée d'argent? Ouais, ça ne se gère pas sur place, hein. On prévoit ça très souvent. Excellent. Comment tu prévois ça? Alors, souvent, on peut faire des estimations sur des périodes définies, de 6 mois, 1 année ou plus, dans lesquelles on essaye de savoir un peu comment ça va se passer. On garde toujours ce qu'on appelle for rainy days, c'est-à-dire quand les choses vont mal, hein, parce que c'est important de prévoir cela. Et très souvent, quand on fait de bonnes réalisations, de bons projets, c'est là où on essaye un peu de ne pas trop dépenser, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment dépenser de l'argent et qui veulent quand même vivre bien, et ça c'est un choix aussi. Hein. Donc pour les périodes dans lesquelles on peut ne pas être très bien rémunéré, on gère ou bien avec ce qu'on a déjà gagné dans l'avenir, ou en respectant un certain échelon où on se dit X, Y, Z de combien je dois dépenser et ça mettre de côté, à savoir si on a un loyer ou si des dépenses qui sont obligatoires, hein, des factures, etc. Et de se dire que certaines choses plus, à part évidemment l'argent nécessaire pour faire marcher la baraque, comme j'aime dire ça comme ça. Donc pour avoir un ordinateur pour faire ça, si on doit se déplacer pour faire un boulot, parce que freelancer ne veut pas nécessairement dire quelqu'un derrière son ordinateur. Hein. C'est aussi des gens qui font des métiers avec des personnes qui nécessitent un déplacement. Tout à fait. Des voitures, par exemple, un entretien de la voiture, etc. Et donc ça, c'est tout ce qui est nécessaire pour que le business continue, doit être prévu au préalable. Plusieurs mois avant. Ce qu'on appelle un budget. On appelle ça un budget. Pour les entreprises, on appelle ça un besoin de fonds de roulement, si on veut être un peu plus corporate. Ouais. Mais quand on est au niveau personnel, on se dit juste ce qu'il faut pour on se dit juste ce qu'il faut pour faire marcher la baraque. D'accord. Et c'est quoi les défis d'un freelancer? C'est une bonne question. Les défis du freelancer dépendent de la phase dans laquelle il est. Si on est au début, le défi c'est de trouver des clients. C'est d'abord de trouver des rentrées d'argent. À un moment donné, on devient expérimenté et les gens nous sollicitent beaucoup plus. Oui. Et là, le défi, c'est de choisir et de sélectionner. Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde, parce que le temps est limité. Et c'est un peu ça le défaut ou l'inconvénient d'être totalement freelancer, dans lequel on est rémunéré pour le travail que nous réalisons avec nos mains. Parfois, on sous-traite, c'est une idée aussi. Voilà, sur des projets où il y a des gens qui te sollicitent et voilà, tu cherches d'autres personnes qui bossent sur ça pendant que tu bosses sur autre chose, parce que tu ne peux pas tout gérer, vu que ce n'est pas scalable. On a 24 heures dans la journée, on doit dormir, on doit se reposer, on doit sortir, on doit faire des choses. On ne peut pas bosser tout le temps. Et ça, c'est un défi à un moment donné de la maturité d'un freelancer. Et j'ai beaucoup d'amis qui bossent notamment dans la tech, et à un moment donné, quand ils sont très très sollicités, ils refusent très souvent des projets. Et ça, c'est un défi de choisir lequel est plus intéressant sur le triangle time, effort and money. Donc, comment il peut gérer ça. Time, effort and money. Ouais. What about the innovation? Est-ce que c'est un point chez les freelancers qui est pris en... Bon, je ne sais pas, quelle partie de l'innovation? Parce que beaucoup de travail, on les fait par envie, par amour, par passion. Donc, si le choix d'un projet, il est basé sur time, money, effort, on laisse à côté aussi cette passion qui nous anime. Ouais, et ça aussi, c'est un des... on est en train de citer un petit peu les défis. Les défis, pour ne pas dire voilà, ou les points d'amélioration, comme on aime tant dire. Parce que ce sont des choix. Et quand on choisit d'être freelancer et de travailler pour des clients,
on fait des prestations de services dans des domaines qui nous intéressent évidemment, hein. Et parfois on change, hein. Par exemple les développeurs qui fait du back-end et puis il fait autre chose, puis il fait data et puis il fait l'IA et puis il passe par autre chose. C'est là où il essaie de choisir des projets qui les intéressent. Et c'est là aussi le luxe d'être un entrepreneur, un freelanceur, c'est qui est aussi un entrepreneur. Il peut être aussi entrepreneur, Le effectivement. luxe d'être expérimenté et donc sollicité, et donc il peut choisir les projets qui le passionnent le plus, pas que avec des choix relatifs à la rémunération, hein. Mes amis, beaucoup refusent parfois des projets qui sont plus intéressants. Et toi, comment tu fais? Moi, c'est une bonne question aussi. Ouais, d'où le choix de l'inviter aujourd'hui. C'est écoute, plus pour savoir. Ouais, totalement. Et je pense que je suis là pour partager un petit peu une partie de ce que je pense humainement, personnellement. Je crois que très souvent, j'ai du mal à accepter des missions ou des prestations de services qui ne me correspondent pas ou dans lesquelles je n'aimerais pas trop être... qui ne me passionne pas. Voilà. Moi, je pense que j'ai toujours fait des choses que j'aimais bien, que ce soit de la création de contenu, le conseil avec les startups, dans la partie technologique aussi. J'ai toujours fait ce qui me passionnait et je trouve un peu de mal de travailler sur des choses qui ne m'excitent pas. Voilà. Et je pense qu'il y a une bonne partie des freelancers qui partagent cette envie-là. Encore une fois, ça dépend aussi des phases, hein, parce que quand on est au début et on n'a pas un gros portefeuille, on n'a pas une sorte de réputation, on n'a pas une présence dans le marché qui nous garantit quand même assez de projets pour bien vivre. Là, quand on est au début, pratiquement on accepte ce qu'il y a d'intéressant et ce qui existe. Enfin, voilà. On accepte ce qui existe. Voilà, on accepte intéressant ou pas. Voilà. Intéressant, je voulais dire dans le domaine de prédilection. Parce que parfois, tu trouves un développeur front-end, il trouve un truc dans le back-end, il se dit ouais, c'est pas grave, j'essaye. Mais est-ce que être freelanceur, c'est seulement pour les IT? Parce que là, ce que tu es en train de... Ouais, c'est vrai. Oui, on parle pratiquement que de ça, mais je suppose qu'il y a des auditeurs, auditrices qui aimeraient savoir, est-ce que cela peut être faisable pour eux aussi dans d'autres domaines? Alors, je parle de ce domaine-là parce que c'est un domaine que je connais. Que tu connais, oui. Et c'est un domaine un peu dans lequel j'ai baigné très longtemps. Et là où il y a énormément de freelancers. Aussi, et là où c'est simple parce qu'on peut pratiquement tout faire à distance. Et donc, il y a plus de gens qui ont accès à cela, plus la barrière à l'entrée dans la formation. Parce que les gens peuvent se former facilement en ligne, pas besoin, en payant ou pas des formations. Et puis, on a accès à un marché parce que c'est facile d'avoir, l'information elle est accessible. Et contrairement peut-être à des métiers dans lesquels on doit avoir des certifications, des diplômes, etc. Oui. Et donc c'est pour ça que c'est le domaine qui est un peu le plus trendy. Et je pense que c'est normal. Maintenant, pour les autres domaines, je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut être freelancer, hein, notamment le service à la personne ou des conseils comme tu as dit pour les auditeurs, etc. Ça dépend des domaines. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on doit passer par des entreprises. Peut-être que c'est plus compliqué que d'autres d'avoir des contrats avec des grosses boîtes qui souvent sous-traitent à des boîtes ou ce qu'on appelle des ESN ou des SS2I par exemple qui, elles, cherchent des... Voilà, je sais pas, je dis ce que je pense et ce que je vois, qui par la suite trouvent des gens qui sont intéressés, enfin qui peuvent faire ce job-là. Donc je crois que c'est très très varié. Freelancer, évidemment, ne veut pas dire dans la IT. Startup aussi ne veut pas dire que dans la tech. On est d'accord. Voilà, et c'est bien toujours de mentionner ça et changer un petit peu les mentalités parce que c'est normal, c'est un nouveau concept, voilà, et donc c'est normal qu'on parle de ce sujet-là. Donc c'est ça, pour ça que je pense qu'on parle plus souvent de IT Tech parce que plus accessible et plus simple à faire vu la capacité de le faire à distance. Merci Rami. Et si je te dis épargne et investissement pour un freelanceur, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, je pense que dans certaines économies, il y a ce qu'on appelle l'économie cyclique, où ça va très très bien et puis ça va pas bien et puis ça va très bien et puis ça va bien. Et quand ça va très bien, on prévoit pour que le jour où ça va pas très bien. Parle-moi plutôt dans notre économie. Ouais, dans notre économie, à part les grandes crises, à savoir la Covid ou autre chose, généralement dans une économie qui dans laquelle les choses avancent, notamment dans des domaines de la numérisation, etc. Donc il y a des... Enfin, quand je dis il y a des marchés, il y a les entreprises qui sont... Il y a des avancées positives, on va dire, actuellement. Donc, totalement. Ces avancées-là représentent une opportunité pour les entrepreneurs et les freelancers qui souhaitent travailler sur ce sujet-là. Épargne et investissement? Ouais, je pense que c'est possible d'épargner quand on est entrepreneur, freelancer plutôt, pour être plus précis, parce qu'entrepreneur c'est un peu plus large. C'est large, L'aspect investissement,
Je regarde un petit peu tout mon entourage, je trouve que j'ai beaucoup de mes potes qui sont freelancers, qui investissent plutôt que d'autres, je pense. Enfin, moi, c'est un constat. J'imagine parce que, vu que quand on est freelancer, on choisit un peu de risque, hein, voilà. Et investir aussi, c'est un peu de risque. Après, ça dépend du degré de risque selon le degré d'investissement, hein, dans quel type d'actifs ces gens-là investissent. Mais, pour répondre à la question, évidemment. Parce que tu évites ma question, Rami. Non, pas du tout. J'essaie de la contextualiser pour que le moucher. Est-ce que tu fais de l'épargne ou tu fais de l'investissement, Rami? Oui, évidemment. Oui. Tu fais oui. De l'épargne et de l'investissement. Oui, enfin, l'une n'empêche pas l'autre, évidemment. Oui, c'est ça. Totalement. Oui. Par contre, c'est là on revient à tout à l'heure quand j'ai dit que parfois il y a des projets qui consomment de l'argent qu'on choisit au lieu d'autres projets qui ne consomment pas d'argent. Oui. Ça, techniquement, c'est de l'investissement. Parce qu'on investit un peu le temps. Parce que pendant une journée où je peux gagner X, je décide de ne pas le faire et de faire autre chose qui pourrait être rentable à l'avenir. C'est un des types de l'investissement. L'investissement, c'est pas que prendre un montant d'argent et le mettre sur un actif. Alors, au fait, ma question, elle était plutôt sur cet investissement-là. Autant que freelancer, sur la partie financière, comment tu épargnes, comment tu fais de l'investissement, comment tu fais le choix de cet investissement. Ah, ça, c'est comment choisir les investissements. Ça dépendra un petit peu autant que freelancer. Parce que je sais que pour tout le monde, le choix d'investissement peut aller. Dans d'autres épisodes, on a reçu d'autres personnes qui nous a parlé, nous a expliqué pendant le podcast que l'investissement, on le fait sur la base de 20 à 30% de son salaire. Que ce soit de son salaire, avec un retour qui est de 20% dans les meilleurs des cas, dans les meilleurs des cas et tout ça. Pour un salarié, son investissement est un petit peu clair. Il a une entrée, il a une entrée claire, mensuelle ou annuelle, bonus, pas bonus, prime de rendement et ainsi de suite. Pour un freelancer, c'est un petit peu différent. Il n'a pas une entrée d'argent stable, ou plutôt la même chaque mois. Il peut recevoir 10 millions de dinars ce mois-ci, comme il peut recevoir 0 dinar dans 5 mois. Donc, comment vous faites ? Le modèle suivi par le salariat peut aussi être suivi avec des minimums, évidemment. Si on se dit que voilà, on peut consacrer un certain pourcentage ou une certaine somme qu'on doit investir mensuellement ou là, pas mensuellement. Il y a un autre modèle où, comme tu viens de dire, où on gagne un certain nombre, enfin certaine somme qui est quand même assez conséquente, où on peut investir dans des sujets ou des actifs économiques, financiers plus facilement parce qu'on a quand même un certain, c'est plus important comme somme, donc on peut aller dans des domaines ou des investissements plus conséquents. Et souvent aussi c'est risqué parce que ça prend du temps, etc. Et le besoin de trésorerie, il est quand même assez important pour un freelancer parce que, comme tu as très bien dit, le jour où il n'y a pas de marché, on doit payer des factures. Alors, est-ce que tu es en train de me dire, en d'autres termes, que même le freelancer doit se créer ou doit créer un revenu mensuel stable pour répondre à ses, sur son budget. Il n'a pas le choix vraiment, à part ça. Il n'a pas le choix parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas délayer, dans le sens où il y a les loyers, il y a des choses qu'on doit payer, qu'on doit gérer. Très souvent, si on fait un bon deal et on se dit, ok, ce deal-là, il va me permettre de vivre pendant un certain moment, tout ce qu'il y a de plus, let's go, on prend des risques. D'accord. Et ça, c'est un choix fait par des gens que je connais, enfin une bonne partie des gens qui décident de choisir de faire ce modèle-là. C'est un modèle assez risqué quand même, assez culotté comme on aime dire ça. D'un autre côté, quand il y a des freelancers qui préfèrent, et c'est généralement aussi dans la phase, si on est un freelancer assez actif et on sait que c'est très difficile de ne pas gagner beaucoup dans les années à venir, ou une année ou 6 mois, quand ils ont de la visibilité, ils se permettent. Une bonne partie de mes investisseurs sont des gens comme ça, qui sur des coups ils gagnent bien et donc ils se disent ok cool, je suis garanti pour un certain nombre d'années ou de mois, donc je pars découvrir autre chose. Et Rami, comment il fait? Rami, il a pas, je pense pas que je suis arrivé à un moment où je peux dire que c'est garanti. Au contraire, je pense que, comme tu as dit, j'ai de l'énergie, tout ça, donc je prends un peu mon temps pour essayer des choses et prendre des risques qui sont peut-être un peu plus importants. De toute façon, c'est l'avantage de l'âge. C'est ça. Oui. Je pense que au moins je dois essayer. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un risque derrière et tant mieux, je pense. On dit si on ne prend pas de risque, voilà, on ne vit pas. Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est un choix personnel, très personnel. Et si je te pose la question de la sécurité financière, Ouais. parce que là, tu parles de risque, de choix, et c'est ce qui est super challengeant par moment, mais certaines personnes carburent avec ça. C'est vrai. Et si on parle de sécurité financière, pérennité financière. Si on dit, c'est que ça veut dire que plus sur le long terme? Oui, Ouais. sur le long terme. Sur le long terme, quand on est salarié et tout ça, ben c'est bon, tout est bon, tout ça, on essaie d'aller vers retraite, tout ça, etc. Ou on essaie à un moment donné de se dire, il y aura un moment de ma vie où je vais me dire, c'est fini, je vais passer vers le monde de l'entrepreneuriat. Et déjà, j'aurai eu un capital qui me permettrait de vivre un certain nombre de mois, et je pourrais prendre le risque. En termes de sécurité financière, je crois que c'est des choix de la part des personnes et ça dépend aussi des ambitions futures. Un grand nombre de mes potes qui sont maintenant dans le monde de la sécurité financière mais qui savent qu'ils ne vont pas durer et ils se préparent pour ça, et tant mieux. D'autres, un peu comme moi, qui essayent un peu de faire des choses maintenant et qui ne pensent pas trop à l'avenir. Ceci dit… Ou peut-être qu'ils se disent, j'ai encore une marge de temps pour me préparer. Parce que généralement, on a toujours des plans B dans la vie. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de faire des études bien, d'avoir des expériences assez pour qu'à tout moment, on peut basculer et revenir. Et c'est pas compliqué. Dans un grand nombre d'entrepreneurs aussi qui parfois mènent des aventures qui finissent pas très bien et qu'il faut revenir, ils peuvent revenir. Parce que déjà, dans leur expérience, qui peut-être n'a pas totalement marché comme ils le souhaitent, mais ils ont acquis assez d'expérience pour pouvoir être recrutés ou bosser presque là où ils veulent. Et ça, c'est un grand avantage pour ceux qui ont déjà acquis de l'expérience. Et c'est là où j'encourage les gens à toujours avoir, comme j'aime dire de l'arabiya, oui, un plan B, ça qui te permet qu'est-ce qui te permet de ça? D'avoir herfa, avoir un truc que tu sais faire. Si un jour tout passe mal, tout va mal, tu peux faire de vrais boulots. À savoir faire Rami, tu es en train de dire que ce que tu fais, c'est pas du vrai boulot. Non, au contraire, la blague, c'est une vraie compétence. Une vraie compétence, parce qu'un entrepreneur, il n'est pas soumis ce qu'il fait tous les jours, c'est aussi des tâches administratives, c'est des tâches de créativité, d'innovation, d'investissement, tout ça. Donc, si un jour ça s'arrête, les vrais boulots, c'est les vrais boulots, quoi. C'est les boulots où tu fournis un service, tu te fais payer. Un gars qui vend un truc, c'est un gars qui sait faire quelque chose. Et je pense que ces compétences-là, acquises avant ou après l'aventure entrepreneuriale, permettent à ces gens-là d'avoir la confiance assez pour se dire que si ça ne marche pas de problème, je peux apply sur un job, sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre site et je peux faire revenir à la vie de tous les jours. Sachant qu'on n'a pas parlé d'un autre sujet, un autre facteur extrêmement important, c'est la situation personnelle ou familiale. Il y a une très grande différence entre un freelance qui est tout seul, qui vit sa vie et qui est prêt à prendre des risques et si ça merde, il peut vivre chez lui dans un seul canapé et une chaise, ou quelqu'un qui a des enfants et une famille à entretenir. Et ça, je crois que c'est très important pour le mentionner. Et les choix diffèrent réellement parce qu'à un moment donné, on a des responsabilités. Ce qu'on fait n'impacte pas que notre personne, mais des gens de notre entourage. De toute façon, nos choix de vie impactent nos personnes d'abord et notre entourage. Et ça, c'est très important. Peut-être que je n'ai pas parlé de ça et c'est essentiel. Dans la vie du freelancer, quand on parle de sécurité financière, on parle de notre sécurité personnelle à nous et de ceux qui nous entourent. De nos enfants, de nos parents. C'est pour ça que c'est important maintenant, en étant un freelanceur, à mon sens, c'est d'avoir de la sécurité sociale aussi. On encourage de déclarer, de faire les choses comme il le faut, afin de garantir un avenir qui est serein pour toi et pour la famille. Quand on parle pour moi, quand je parle de sécurité financière, cela en fait partie. Se déclarer, cotiser pour une retraite, épargner pour l'avenir, même en étant freelanceur. Rami, je te remercie infiniment. Si je te dis... après, je ne sais pas combien d'années d'expérience en tant que freelanceur et aussi porteur d'idées, tu dirais, allez, what will be, c'est quoi l'advice المخير تاع المخير اللي تقدر تمدو اليوم les auditeurs et les auditrices تاعنا؟ Je dois choisir un seul? Non, je plaisante. Non, pas du tout. Moi, je pense que l'advice l'eau, c'est l'idée de vouloir se spécialiser dans des choses et assurer une compétence bien claire et bien précise pour ce qu'on peut faire en cas tout va mal. Il faut toujours penser à ça. La deuxième chose, c'est d'aller
petit à petit et d'aller, comme dit Sam Altman aussi de OpenAI qui était Y Combinator, dans le sens où si on choisit un marché, ça dépendra aussi de ce qu'on veut faire et de vouloir cibler des gens qui nous intéressent, de choisir les small chunks of big markets. Ça c'est déjà un choix. En tant que freelancer, l'avenir c'est important, il faut toujours planifier beaucoup plus que quelqu'un qui sait comment son année va se passer. Même si dans certains cas, on peut avoir des surprises, il y a des entreprises qui déclarent faillite ou il y a des choses comme ça. Donc, rien n'est sûr dans la vie. En fin de compte, quand tu dis sécurité ou non, c'est sûr, certes, parce que le degré de risque est très réduit, mais il y a des crises qui ont fait que beaucoup de gens perdent leur emploi. Tout à fait. Et voilà. Et que toujours, il ne faut pas rester dans sa bulle à lui ou sa bulle à elle. Confort ouais, je pense que, enfin, dans sa bulle, dans le sens où on doit, si on pense qu'un jour on va faire ça, c'est important d'être toujours à l'écoute et de voir ce qui se passe et de voir comment les choses avancent ailleurs dans le pays ou ailleurs dans le monde, pour avoir des idées et toujours être un petit peu à jour parce que travail de freelance, c'est généralement les boîtes qui cherchent des gens efficaces et donc des gens qui sont en edge, quoi, des gens qui peuvent offrir des services de bonne qualité. Oui. Et pour pouvoir un jour prétendre à cela, avant, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe et être toujours à l'écoute. Et je pense que c'est important de lire et de s'informer et toujours être one step ahead afin de pouvoir bénéficier ou profiter de cet avantage-là. L'erreur à éviter? L'erreur à éviter, c'est peut-être de... Ah, c'est une bonne question. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Heureusement. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Je pense que, surtout quand on est jeune, etc. Peut-être c'est d'être un flambeur quand on fait un ou deux deals bien et on se dit que voilà, live today et tomorrow you will think. Moi, je pense que c'est peut-être une erreur. Je crois que c'est important de voir un petit peu, d'avoir une visibilité et de ne pas naviguer à vue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas naviguer à vue. Je crois que c'est important de se dire qu'il y aura des hard days ou et donc c'est important de prévoir toujours l'avenir. Bon, on peut se faire plaisir, c'est sûr, mais d'une manière assez raisonnable et qu'il n'y a pas de problème si on passe par des périodes où on fait des sacrifices, où là on n'achète pas la voiture qu'on souhaite, où là on ne sort pas dans les endroits qu'on souhaite, où là on ne voyage pas là où il faut, etc. There's nothing bad about that. Parce que voilà, être dans ce truc-là ou dans cette vision-là, c'est pour le long terme. On ne sera pas riche du jour au lendemain. Et la consistance, c'est ce qui compte le plus. Ramiz Mouchi, merci infiniment pour ton temps, pour ce partage d'expérience et ce savoir. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Avec plaisir. À la fin, on ne peut dire que, mesdames, messieurs, on peut être freelanceur, mais tout en pensant à l'avenir, de faire des budgets, regarder nos budgets, prévoir, innover et surtout, watch your finance. Merci encore une fois d'être avec nous. Partagez, likez et posez vos questions. À la prochaine. C'était Nassima El Hamel avec vous. Merci.